Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas très connu dans le monde du true crime, mais dont on a très peu parlé dans le true crime français. Donc si vous connaissez cette histoire, j'espère vous en apprendre un peu plus. Sinon, accrochez-vous bien à votre siège parce que vous n'êtes même pas prêt pour ce que vous allez entendre. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de laisser un pouce bleu, de vous installer confortablement, et puis on est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler du cas tragique de Bobby Franks, tué de manière complètement gratuite par deux jeunes riches et intelligents qui se croyaient supérieurs à tout le monde, au point qu'ils voulaient commettre le crime parfait, persuadés qu'ils n'allaient jamais se faire prendre. Nathan Leopold est né le 19 novembre 1904 à Chicago. Il est le fils de Florence et Nathan Leopold, deux richissimes immigrants juifs allemands. Alors Nathan Leopold, lui, est dépeint par quelqu'un de très précoce, de très intelligent. Il disait à qui voulait l'entendre qu'il avait prononcé ses premiers mots à 4 mois seulement. Il avait obtenu un diplôme de premier cycle à l'université de Chicago, mais il prévoyait d'aller étudier à Harvard après un voyage en Europe. Léopold prétend également d'avoir appris pas moins de 15 langues et d'en parler 5 couramment. Le deuxième protagoniste est Richard Loeb. Donc moi je vais prononcer Loeb, désolé si c'est Loeb, mais je trouve que ça sonnait mieux, donc du coup ça va être Loeb comme Sébastien Loeb quoi. Donc Richard Loeb est né le 11 juin 1905 à Chicago. Il est le fils d'Anna Henrietta et de Albert Henry Loeb. Le père de Richard Loeb était juif et sa mère catholique. Comme Nathan Leopold, Richard Loeb était quelqu'un de très intelligent. Encouragé par sa gouvernante, il avait sauté plusieurs classes jusqu'à obtenir son diplôme à l'université de Michigan à seulement 17 ans. Il adorait l'histoire et il faisait d'ailleurs des études supérieures à ce sujet à l'université de Chicago au moment du meurtre. Richard Loeb et Nathan Leopold ont grandi ensemble dans leurs familles respectives à Kenwood, donc un quartier très aisé dans le South Side de Chicago. D'ailleurs, les Loeb possédaient un grand manoir à seulement 2 pâtés de maison de celle des Leopold. Il faut savoir que bien que Leopold et Loeb ont grandi dans le même quartier et se sont déjà rencontrés dans leur enfance, ils n'ont commencé à se fréquenter qu'à leur adolescence dans les années 20, pour seulement devenir amis et très proches une fois à l'université de Chicago. Ce qui les attirait l'un à l'autre, en fait, c'est leurs nombreux points communs, comme leur intelligence au-dessus de la moyenne, le fait qu'ils viennent de familles très aisées, mais tous deux arrivaient quand même à être extrêmement différents sur plusieurs points. Léopold n'était pas du tout quelqu'un de sociable, il était très introverti et il avait du mal à s'intégrer dans des groupes. En fait, il était même considéré comme socialement inapte. Bien évidemment, avec ses difficultés à s'intégrer, il n'avait pas beaucoup d'amis à l'école. Ses camarades ne supportaient pas qu'il les prenne de haut. En fait, il avait tendance à se sentir supérieur, plus intelligent que tout le monde, mieux que tout le monde. Donc évidemment, déjà en tant qu'adulte, on a horreur de ça, mais en tant qu'enfant, je pense que les élèves ont dû bien le haïr, et d'ailleurs, il a été dit qu'il avait été harcelé pendant toute son enfance à l'école primaire. Donc j'imagine que l'enfance de Léopold n'était pas forcément facile tous les jours, et s'ajoute à ça le fait que Léopold aurait été abusé sexuellement par sa gouvernante à l'âge de 12 ans. Richard Loeb, lui, c'était tout le contraire. C'était quelqu'un de très sociable, très charmant, il avait un charisme exceptionnel et les gens étaient tout le temps fascinés par lui. Il était très populaire auprès des gens qu'il rencontrait et auprès de ses camarades parce qu'en fait, c'était quelqu'un de très souriant et de très propre sur lui. Cependant, comme dit l'adage, les apparences sont très souvent trompeuses et Richard Loeb, derrière cette apparence très charismatique et très avenante, cachait une part sombre. Déjà, il avait l'habitude, depuis son très jeune âge, de voler et de mentir lorsqu'il se faisait prendre. C'est pas rare que les enfants mentent, enjolivent la vérité, essayent de se mettre en avant ou de cacher leurs bêtises, mais apparemment c'était systématique chez Richard Loeb, et même s'il était pris en flag, ça ne le gênait pas de mentir. Donc ça se demandait s'il n'était pas atteint de mythomanie. Deuxième chose, il était fasciné de true crime. Donc comme nous, vous me direz, nous on est fans de true crime, mais bon, on n'est pas dangereux, enfin j'espère pour la plupart, mais lui rêvait en plus d'une vie de criminel. D'ailleurs, on le surnommera plus tard Dr Jekyll et Mr Hyde, tant son apparence et son comportement avec les gens ne reflétaient pas sa vraie personnalité. Donc on a ici deux personnages qui sont très proches, qui deviennent très amis en grandissant, Nathan Leopold et Richard Loeb, mais on voit également qu'ils sont différents sur des choses quand même extrêmement importantes. Comment une personne très introvertie, très à l'écart, peut s'entendre avec la personne extra-populaire, très avenante et très sociable. Cependant, on dit aussi que les contraires s'attirent. D'ailleurs, je suis toujours mélangée entre les contraires s'attirent et qui se ressemblent s'assemblent, j'ai jamais su quel camp choisir. Bref, on peut expliquer cette proximité entre Loeb et Léopold au fait qu'ils étaient très complémentaires finalement.
Léopold était fasciné par la popularité et l'aisance de Loeb, et Loeb, lui, adorait se faire mousser, il adorait la fascination que Léopold avait envers lui, et ça le permettait de l'influencer à faire des choses pour lui, vu que ce dernier l'admirait. Cependant, les deux-là ont toujours été présentés comme deux amis inséparables, mais il y a aussi des petites rumeurs d'ambiguïté entre les deux. On ne sait pas vraiment la relation que Léopold et Loeb avaient entre eux. Vous imaginez bien, avec Loeb qui rêvait d'une vie de criminel et Léopold qui était plutôt influençable, les deux ont vite commencé à commettre des petits crimes. Ils ont commis quelques vols et des actes de vandalisme. Il aurait été dit à ce sujet que Loeb était en fait le commanditaire de tous ces petits crimes, et qu'il promettait à Léopold des faveurs sexuelles si ce dernier le suivait dans ses bêtises. Une fois, les deux s'étaient introduits dans une fraternité de l'université de Michigan et ils avaient volé un canif, un appareil photo et une machine à écrire. Une autre fois, ils avaient commis un incendie criminel. Cependant, ça restait quand même des petits crimes, bien qu'ils étaient graves, et donc du coup ils n'ont pas fait la une des journaux, même pire, personne ne s'était vraiment intéressé aux deux cas. Et évidemment, pour les deux comparses, c'était pas du tout possible. Entre-temps, Léopold a commencé à s'intéresser à la théorie du surhomme de Nietzsche. Il faut savoir que Nietzsche était un philosophe, et pour lui, certains hommes pouvaient se surpasser dans leur comportement et dans leur personnalité jusqu'à atteindre l'idéal. En atteignant l'idéal, ces hommes deviendraient des surhommes, et donc ils seraient au-dessus de tout, et surtout des lois, puisque les lois ont été créées par les hommes pour les hommes, et donc les surhommes ne sont pas du tout concernés par ces lois. En d'autres termes, Léopold explique à Loeb qu'ils font partie d'une élite grâce à leur intelligence supérieure, et que de ce fait, ils étaient des surhommes et étaient donc au-dessus de tout, au-dessus des lois, et qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient et que personne ne pourrait rien contre eux. Et là, vous l'aurez dans le mille, comme Léopold et Loeb n'ont pas réussi à attirer l'attention de la population ni des journaux avec leurs petits crimes, ils ont décidé qu'ils voulaient prouver leur immunité face aux lois, donc le fait qu'ils étaient des surhommes au-dessus de tout et de tout le monde, en commettant le crime parfait. Pour eux, le crime parfait serait un crime qui attirerait l'attention de tout le monde et de tous les journaux, sans que Loeb et Léopold ne se fassent jamais attraper. Ce crime confirmera alors aux yeux de Loeb et Léopold leur supériorité par rapport aux humains. Pour eux, c'était simple, ils allaient enlever et tuer un jeune enfant ou adolescent. Ils ne consacrèrent pas moins de 7 mois pour tout planifier, que ce soit le procédé d'enlèvement jusqu'à la disparition des preuves et du corps. Tous les deux se sont mis d'accord, ils vont rédiger une lettre de rançon pour faire croire que le kidnapping aurait pour mobile l'argent. Pour ce faire, ils utilisèrent la machine à écrire qu'ils avaient volée précédemment dans la fraternité de l'université du Michigan. Ensuite, ils ont acheté un ciseau à bois qu'ils comptaient utiliser comme arme du crime. Donc, tous les deux se mirent à la recherche de leurs victimes. Ils se mirent à rôder dans les environs, et principalement à la Harvard School for Boys, dans le quartier de Kenwood, où Loeb avait étudié. Ils cherchèrent pendant un long moment, jusqu'à ce qu'ils tombent sur Robert Franks, dit Bobby Franks. Bobby Franks, 14 ans au moment des faits, était le fils de Jacob Franks, un riche fabricant de montres de Chicago. Et il faut savoir que Bobby Franks était en fait le petit cousin de Richard Loeb. Il habitait juste en face de Loeb et avait même l'habitude d'aller jouer au tennis chez lui. Nous sommes le 21 mai 1924 quand Richard Loeb et Nathan Léopold mettent leur plan à exécution. Ils étaient à bord d'une voiture que Léopold avait louée sous le nom de Morton D. Ballard quand ils croisèrent Bobby qui rentrait à pied de l'école. Ils s'arrêtèrent donc à son niveau pour lui proposer de le ramener chez lui. Au début, Bobby Franks a refusé l'offre de Loeb et Léopold puisqu'en fait il n'était pas très loin de chez lui donc ça ne le dérangeait pas de marcher. Cependant, Loeb réussit à le convaincre de monter en voiture en lui disant qu'il voulait lui parler d'une raquette qu'il utilisait quand il venait jouer au tennis chez lui. Évidemment, Bobby Franks n'avait donc aucune raison de se méfier, puisque Richard Loeb était son grand cousin, et il devait forcément connaître Léopold également, vu qu'ils habitaient le même quartier. Et là, à ce jour, il y a plusieurs versions sur ce qu'il se serait passé à ce moment-là. La version que j'ai lue le plus est que Léopold était au volant de la voiture, pendant que Loeb était assis sur le siège arrière. Bobby, lui, était donc assis sur le siège passager avant. Ils commencèrent à rouler lorsque soudain, Richard Loeb sortit le ciseau à bois et commença à poignarder le pauvre Bobby Franks à la tête par derrière. Constatant que c'était plus difficile que prévu et que Bobby Franks ne mourait toujours pas, il le tira alors sur le siège arrière avant de l'étouffer en le bâillonnant. Bobby Franks ne mit alors que quelques minutes avant de mourir. Alors apparemment, Léopold et Loeb, loin d'être traumatisés ou apeurés de ce qu'ils venaient de faire, sont partis se manger un petit hot dog tranquillement avant de décider de comment ils allaient se débarrasser du corps. Ils décidèrent qu'ils attendraient la nuit pour se débarrasser tranquillement du corps de Bobby sans être vus. C'est à l'abri des regards que Loeb et Léopold vont retirer les vêtements de Bobby Franks avant de s'en débarrasser. Ils vont ensuite verser de l'acide chlorhydrique sur son visage et sur ses parties génitales, parce qu'il faut savoir que Bobby Franks étant juif, il était circoncis.
Le but, c'était de rendre toute identification du pauvre Bobby Franks impossible, ou très difficile du moins. Ensuite, ils cachèrent le corps dans un caniveau près de la voie ferrée. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi perso j'ai pas l'impression qu'ils se soient beaucoup cassé la tête pour se débarrasser du corps. Pour un crime parfait, je sais pas, ils auraient pu l'enterrer, brûler le corps ou j'en sais rien, j'y connais rien en crime, mais bon, le balancer là dans un caniveau et partir tranquillement, et surtout se manger un hot dog avec le cadavre dans la voiture, y a mieux comme crime parfait. Quoi qu'il en soit, après s'être débarrassés du corps de Bobby, ils rentrèrent tranquillement chez eux pour appeler les parents de Bobby Franks et mettre leur petit scénario en place. Ils appelèrent donc la mère de la victime pour lui dire qu'ils détenaient leur fils et qu'ils devaient verser une rançon de 10 000 $. Ils donnèrent quelques instructions avant de raccrocher. Ils ne semblaient pas du tout perturbés et finirent la soirée en jouant aux cartes. Cependant, le crime parfait commençait déjà à s'ébranler puisqu'avant même que les parents puissent payer la rançon pour le petit Bobby, son corps a été découvert. Et dès qu'ils apprennent la nouvelle, Léopold et Loeb se débarrassèrent de la machine à écrire qui a été utilisée pour écrire la demande de rançon, et ils brûlèrent la couverture qui a servi à déplacer le corps du petit Bobby. Évidemment, la police de la ville était choquée par la découverte du corps du pauvre petit Bobby, aussi meurtri et jeté comme un vulgaire déchet dans un caniveau, et ils proposèrent une énorme récompense pour toute information qui leur permettrait de trouver le coupable. Donc là, on peut s'imaginer que Loeb et Léopold avaient plutôt intérêt à se faire tout petit, au moins pendant l'enquête, et Loeb s'est fait plutôt discret, mais c'était sans compter sur Léopold qui, trop imbu de sa personne, très moi-je, très je sais tout, et surtout fier du crime qu'il venait de commettre, qui a commencé à exposer ses théories à qui voulait l'entendre. Il a même eu le culot de dire à la police, je vous traduis, « If I were to murder anybody, it would be just such a cocky little son of a bitch as Bobby Franks. » Que je traduis, si je devais tuer quelqu'un, ce serait ce petit fils de p*** d'arrogant de Bobby Franks. Génial. Alors là, coupable sur le front. Et là, vous l'aurez deviné, bien qu'ils avaient bien planifié leur meurtre, ils se sont débarrassés des preuves compromettantes, leur ego surdimensionné et leur manque de précaution leur a causé du tort très rapidement dans l'affaire. Alors qu'ils croyaient s'être débarrassés de toutes les preuves compromettantes, une paire de lunettes a été retrouvée à proximité de la scène du crime. Malheureusement, ou plutôt heureusement pour les enquêteurs et la famille de Bobby Franks, seulement 3 personnes dans tout Chicago avaient commandé cette paire de lunettes, dont Nathan Léopold. Les policiers sont alors directement allés le questionner, ce à quoi Léopold avait répondu qu'il avait sûrement perdu sa paire de lunettes en allant observer les oiseaux. En effet, Léopold avait l'habitude d'aller observer les oiseaux, il adorait l'ornithologie. Il dit donc qu'il avait l'habitude d'observer les oiseaux à cet endroit et qu'il avait dû faire tomber ses lunettes le week-end dernier quand il y était allé. Il ajouta que de toute façon, il ne pouvait pas être le coupable du crime, puisqu'avec Loeb, il se promenait en voiture avec 2 jeunes filles au moment du meurtre. Bien évidemment, il ne se rappelait ni du nom, ni des coordonnées des 2 jeunes filles avec qui ils étaient. Bon, la police découvre très rapidement que c'était un mensonge, puisque ce jour-là, la voiture de Nathan Léopold était aux mains de son chauffeur particulier, qui l'avait récupérée pour faire quelques réparations. Finalement, le 7 juin 1924, la machine à écrire qui avait été utilisée pour écrire la demande de rançon et qui avait été réduite en morceaux par Loeb et Léopold a été repêchée dans le Jackson Park Lagoon. Bref, je vous laisse deviner en combien de temps les enquêteurs ont mis la main sur les coupables du meurtre et ont donc résolu le crime parfait. 10 jours. Je rigole, hein, c'est vraiment pas drôle, mais bon, c'est quand même risible, on rit jaune, on va dire. Bon, autant vous dire que les enquêteurs s'en sont donnés à cœur joie. Ils avaient des preuves à foison, ils avaient retrouvé le corps, ils avaient l'alibi en bois de chêne de Loeb et Léopold, franchement c'était du pain béni pour eux cette affaire. Il était donc difficile pour Loeb et Léopold de nier plus longtemps. Et c'est Richard Loeb qui a avoué en premier. Il affirma aux enquêteurs que c'était Léopold qui était le commanditaire de toute cette histoire, que c'était lui qui avait tué Bobby Franks pendant que lui conduisait. Léopold, lui, nia complètement être le meurtrier de Bobby Franks, il dit que c'est Loeb qui avait poignardé et étouffé le petit Bobby pendant que lui conduisait la voiture. C'est pour ça qu'aujourd'hui on ne sait toujours pas à 100% qui a vraiment tué Bobby Franks pendant que l'autre conduisait, puisque les deux n'ont pas cessé de se jeter la pierre et n'ont jamais lâché le morceau. Ce que je trouve très triste dans cette affaire, c'est que j'estime que le petit Bobby, en fait, il est mort pour rien. Il est juste mort pour flatter l'ego surdimensionné de 2 détraqués, si on peut les appeler comme ça, qui ont décidé de commettre le crime parfait pour prouver qu'ils étaient supérieurs aux gens. Et en plus de ça, sans sous-entendu macabre, ils ont même pas réussi à commettre ce crime parfait. Donc vraiment, Bobby, ça a été la victime qui était là au mauvais endroit, au mauvais moment, et c'est ce que je trouve terrible. Autant vous dire que le procès de Loeb et Léopold a eu un retentissement gigantesque dans la presse et la population suivait cette affaire mais à fond. Le public était complètement fasciné par leur histoire qui mélangeait scandale et passion, puisque rappelez-vous au début de la vidéo, je vous ai dit que Loeb et Léopold entretenaient une relation assez ambiguë et que tout le monde est persuadé qu'ils étaient en fait amants.
C'était un peu le Bonnie and Clyde homosexuel de l'époque, quoi. Les psychiatres, mis sur cette affaire, conclurent même que Loeb et Léopold entretenaient en fait une relation de maître à esclave. Loeb était le maître, et Léopold était l'esclave à sa merci, puisqu'il était fasciné par lui et le suivait mais au doigt et à l'œil, surtout si en plus il y avait des faveurs sexuelles promises derrière, quoi. Pour les psychiatres, les crimes qui avaient été commis étaient en fait faits pour entretenir la flamme qu'il y avait entre eux, pour se prouver leur amour et leur loyauté l'un envers l'autre. Léopold et Loeb décident de plaider non coupable malgré toutes les preuves qu'il y a contre eux, et la peine de mort par pendaison est alors requise parce que le crime est trop grave. Richard Loeb et Nathan Léopold avaient la chance d'avoir des familles fortunées qui ont tout fait, qui ont engagé les meilleurs psychiatres et les meilleurs avocats pour les défendre et minimiser leurs responsabilités dans leurs crimes. Tout est mis sur la table. La présumée enfance difficile de Loeb et Léopold, qui étaient abandonnés en quelque sorte par leurs parents, qui étaient absents pour travailler et qui les avaient confiés à des gouvernantes. Ils parlèrent également des abus répétés qu'ils auraient subis de leurs gouvernantes dans leur enfance. Malgré tout ça, les psychiatres ont quand même déclaré Loeb et Léopold parfaitement conscients et sains d'esprit. Alors, en riposte, les parents de Loeb et Léopold ont engagé le meilleur avocat de la région. Il s'agissait de Clarence Darrow, avocat réputé pour éviter la peine de mort aux pires criminels. Cet avocat conseilla à Loeb et Léopold de plaider coupables pour s'éviter déjà de passer devant un jury. Il leur restait donc qu'à convaincre le juge. La plaidoirie de Darrow dura pas moins de 12 heures sur 2 journées d'audience. Darrow essaya de jouer sur le fait que Loeb et Léopold étaient de très jeunes hommes, qu'ils étaient immatures, qu'ils ne pouvaient pas être conscients de leurs actes, qu'en plus de ça, ils avaient souffert dans leur enfance, qu'ils avaient été maltraités, et que du coup, c'est ce qui a fait qu'ils sont passés à l'acte, et que par conséquent, il serait inhumain de les condamner à mort. Apparemment, Darrow était éloquent, limite il aurait pu faire pleurer un rocher. Et c'est comme ça que le 10 septembre 1924, Loeb et Léopold évitent la peine de mort à cause de leur jeune âge, mais ils sont tout de même condamnés à la prison à perpétuité pour meurtre, ainsi qu'à 99 ans pour l'enlèvement du petit Bobby Franks. Loeb et Léopold sont alors séparés et mis en prison. Loeb se trouve à la prison de Stateville où il va mourir très jeune. Le 29 janvier 1936, alors qu'il est âgé de 30 ans, Richard Loeb meurt suite à une agression au rasoir de la part d'un autre détenu. James E. Day, le coupable de l'agression et du meurtre de Richard Loeb, avait alors expliqué aux policiers que Loeb lui avait donné rendez-vous sous la douche pour discuter, mais qu'il lui aurait fait des avances sexuelles. Devant son refus, Loeb aurait brandi un rasoir et aurait commencé à menacer Day. Une bagarre aurait alors éclaté sous la douche et profitant du fait que Loeb avait fait tomber le rasoir, Day l'aurait ramassé et se serait défendu en frappant Loeb à plusieurs reprises avec ce rasoir. L'histoire reste un peu ambiguë, on n'est vraiment pas sûr de sa version des faits, puisque James E. Day aurait été vu en train d'avoir des relations sexuelles avec un autre détenu quelque temps avant. Donc on n'est pas vraiment sûr de la raison pour laquelle Loeb et Day s'étaient retrouvés ensemble sous la douche et de qui avait fait des avances sexuelles qui auraient mal tourné. Cependant, la légitime défense est quand même retenue et James E. Day n'a jamais été condamné pour le meurtre de Loeb. Léopold, lui, a semblé prendre un tout autre chemin, puisqu'au bout de 34 ans de prison, il a été relâché pour bonne conduite. Apparemment, il était très investi dans l'instruction de ses codétenus, en plus d'avoir une attitude exemplaire. En prison, il était l'assistant d'un professeur et avait même accepté de tester des médicaments à destination des soldats sur son corps pendant la Seconde Guerre mondiale. À sa sortie de prison en 1958, il obtient une maîtrise à l'université de Porto Rico et il y donne des cours. Puis il devient chercheur et fait des recherches sur la lèpre à l'école de médecine de l'université de Porto Rico. En 1963, il publie un livre qui recense les oiseaux de Porto Rico et des îles Vierges. C'est en 1971 qu'atteint du diabète, Nathan Léopold meurt d'une crise cardiaque à Porto Rico. Il avait alors 66 ans. Cette affaire a tellement fasciné les gens qu'elle a eu une portée gigantesque. Bien que fascinée, elle a aussi profondément choqué la population, notamment la population juive, parce que Léopold et Loeb étaient tous les deux de confession juive, bien qu'ils ne pratiquaient pas. Pour vous dire, l'affaire a tellement fait le buzz que plusieurs œuvres littéraires et cinématographiques sont sorties, ressassant l'histoire de Loeb et Léopold et leurs crimes. Pour la petite anecdote, le livre favori de Ian Brady, donc pour les connaisseurs, Ian Brady était le compagnon de Myra Hindley, donc les fameux tueurs des Moors, et tous les deux voulaient également commettre le crime parfait, et pour ce faire, ils enlevaient des enfants, les violaient et les assassinaient pour les enterrer aux Moors, qui est en fait un terrain près d'un centre commercial. Donc pour en revenir à Ian Brady, son livre favori était Compulsion, ou Crime en français. C'est un livre qui a été écrit par Meyer Levin, un homme qui avait côtoyé Loeb et Léopold, je crois à l'université s'ils n'étaient pas voisins. Et Levin s'était inspiré de l'affaire de Loeb et Léopold pour en faire un roman.
Donc vous l'aurez compris, ce livre qui raconte le crime parfait a fortement inspiré Ian Brady à commettre ses meurtres des années plus tard et faire de lui ainsi que sa compagne l'un des couples les plus meurtriers de notre époque. Deuxième petite anecdote, Nathan Leopold a lu le livre de Meyer Levin. Et d'ailleurs, il n'a pas beaucoup apprécié. Apparemment, il dit que ce livre l'a rendu physiquement malade. Je cite, « Plus d'une fois, j'ai dû poser le livre et attendre que la nausée disparaisse. J'ai ressenti ce qu'un homme ressentirait, je suppose, s'il était exposé tout nu sous un puissant projecteur devant un large public. » Voilà, alors mon avis sur l'affaire, je pense que je l'ai un petit peu donné tout au long de la vidéo. C'est vrai que j'ai trouvé cette histoire quand même très passionnante, j'avais les yeux grands comme ça tout au long de l'affaire. Savoir qu'en plus les crimes de ce couple d'amis ou d'amants a inspiré des années plus tard un autre couple à commettre le même type de crime, si c'est pas plus horrible, ça m'a arraché les cheveux, j'étais tellement choquée. Et puis je comprends un peu la fascination des gens pour cette affaire, puisqu'il y a le côté scandale, le true crime qui intéresse tout le monde jusqu'à aujourd'hui, mais également il y a cette romance à la Bonnie and Clyde, surtout pour un couple homosexuel à l'époque, c'est pas fréquent. Par contre, je vais quand même tempérer mes propos, puisque ok, l'histoire m'a fascinée entre guillemets, mais il faut pas oublier que c'est une histoire vraie et qu'un jeune garçon est mort pour rien dans cette affaire, juste pour flatter l'ego surdimensionné et sadique de deux jeunes hommes qui avaient rien à faire de leur journée et qui ont décidé qu'ils allaient tuer un garçon. Voilà, j'arrête de blablater, je vous laisse donner votre avis dans la barre de commentaires, toujours dans le respect des protagonistes, le respect de mon travail et le respect entre vous. Surtout, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne, de vous abonner à mes autres réseaux sociaux et mon autre chaîne YouTube sur laquelle je fais un contenu un peu plus léger. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo triste mais réelle.